Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction de l'informatique décisionnelle, ou en anglais Business Intelligence, abrégé ou bien noté BI. Donc l'informatique décisionnelle est devenue une pratique presque indispensable pour les entreprises. Il est considéré parmi les bonnes pratiques pour aider les organisations à prendre davantage de décisions. Le BI ou bien l'intelligence artificielle, elle est orientée et fondée sur les données. Le BI combine l'analyse commerciale, business analytics, l'exploration des données, data mining, et la visualisation des données. Avant de se lancer dans l'informatique décisionnelle, il est essentiel d'introduire le BI pour vous aider à comprendre son principe de fonctionnement, ses objectifs et ses composantes. Le plan de cette première partie, cette partie d'introduction est comme suit. Je vais commencer par définir l'informatique décisionnelle et présenter par la suite ses objectifs. Je vais vous présenter le fonctionnement d'une plateforme BI et mettre l'accent sur les différentes technologies utilisées dans le BI. Les composants de l'informatique décisionnelle seront présentés ainsi que les caractéristiques et les avantages d'un système BI. Et à la fin, je vais vous présenter les différentes solutions et fournisseurs de l'informatique décisionnelle. Alors, avec le grand intérêt que porte la mise en place et l'utilisation des applications informatiques et le grand succès et demande de données, il est devenu nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, pour les entreprises et les sociétés d'automatiser le processus de la collecte des données, ce qui a conduit à une accumulation de grandes quantités de données. Cette grande quantité de ressources et de données suscite un besoin d'organisation. Comme on le sait tous, l'organisation des données au sein des entreprises pose un problème, car il y a un manque d'infrastructures adaptées à cette grande quantité de données. Il y a aussi l'incompatibilité des systèmes. On note aussi la hétérogénéité des données. On dit que les données sont stockées sous différents formats. Et à la fin, la non-centralisation des données. Donc là, ce sont les problèmes rencontrés pour l'organisation des données dans une entreprise. Bien sûr, là, on parle, c'est une introduction, on évoque les problématiques, c'est-à-dire que là, on parle des entreprises ou bien des sociétés ne mettant pas en place des systèmes d'information permettant cette organisation, c'est-à-dire d'une manière générale. Donc ainsi, la grande taille de données, pour ne pas dire l'immense taille de données, est un inconvénient majeur pour pouvoir les analyser. Certainement, il est obligatoire de pouvoir stocker les données pour pouvoir les récupérer, pour les visualiser et les manipuler par la suite. C'est-à-dire que chaque donnée dans une entreprise, il est essentiel et automatiquement, il faut la stocker. On sait bien tout ce que la complexité de l'analyse des données augmente avec la taille de ces données, c'est-à-dire une fois la taille augmente, automatiquement, c'est-à-dire la complexité de l'analyse augmente. Et ainsi, ça nécessite un temps très considérable pour le faire, c'est-à-dire toujours on parle de l'analyse. L'analyse des données est essentielle pour le bon fonctionnement des entreprises, c'est-à-dire c'est une partie qui est obligatoire pour permettre de comprendre les données de l'entreprise. Cette analyse a pour objectif de les comprendre, d'identifier les informations cachées et ainsi pouvoir prendre des décisions. Parce qu'à la fin, chaque société on a besoin de prendre des décisions pour améliorer le rendement, améliorer
la gestion, améliorer la planification, ainsi de suite. Toujours, il y a des décisions à prendre et ces décisions sont basées sur les données de l'entreprise. La majorité des décisions au sein des entreprises non structurées et qui n'adoptent pas de solution BI sont prises utilisant une analyse non approfondie des données. C'est-à-dire, on se base sur ce qui est visible ou bien ce qui est lisible et on ne s'intéresse pas sur ce qui est caché derrière l'information. Donc, j'ai dit que la majorité des décisions sont prises utilisant une analyse non approfondie et se basent essentiellement sur l'intuition et sur ce qui est visible et non sur ce qui est caché, comme je viens de dire. Partant, ou bien prenons le cas d'une entreprise donnée qui, pour sa gestion, n'utilise pas de système d'information unique. Donc là, j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans un contexte d'une entreprise non, c'est-à-dire qui n'est pas bien structurée, qui n'utilise pas des systèmes d'information adaptés, ainsi de suite. Donc là, on parle par exemple d'un ERP. Donc juste à titre indicatif, un ERP, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet la gestion de toute ou presque toute l'entreprise, avec la même application, les mêmes interfaces et surtout la même base de données. Donc, on dit que les données sont centralisées. Donc, bien sûr, ceci a plusieurs, c'est-à-dire avantages, c'est la non-redondance, la centralisation, c'est-à-dire l'accès rapide aux données, ainsi de suite. Donc, j'ai dit que prenons le cas d'une entreprise qui utilise pour sa gestion un système d'information qui n'utilise pas plutôt un système d'information unique, c'est-à-dire il n'utilise pas un ERP. On suppose que cette entreprise dispose d'une grande quantité de données et que ces données ne sont pas stockées dans la même base, mais plutôt dans plusieurs bases de données. C'est-à-dire que chaque département, par exemple, utilise son propre système d'information. C'est-à-dire, une fois on dit son propre système d'information, ou bien sa propre application, ça veut dire que automatiquement, les systèmes d'information, ou bien les applications de tous les départements ne sont pas interconnectés et que les données ne sont pas centralisées, c'est-à-dire que chaque département, les données de chaque département sont stockées dans une base de données à part. Donc, ceci, automatiquement, veut dire que les données de cette entreprise sont dispersées sur plusieurs bases de données et ces données ne sont pas structurées. Et peut-être que ces données ne sont pas homogènes, c'est-à-dire ne sont pas même stockées dans les mêmes types ou bien les systèmes de gestion de base de données. C'est-à-dire on peut trouver un département qui utilise une application qui utilise une base de données MySQL, une autre qui utilise SQL Server, une autre qui utilise des fichiers plats, d'autres qui utilisent des fichiers texte, Excel plutôt, ainsi de suite. Donc, dans ce contexte, ou bien dans cet exemple, il y a un grand problème pour les dirigeants et les décideurs. C'est-à-dire, comme j'ai dit, donc l'objectif, c'est de prendre des décisions par les dirigeants. Cette problématique invoque ceci, c'est-à-dire comment pouvoir analyser les données de l'entreprise et surtout pouvoir prendre des décisions comme, par exemple, augmenter les salaires de ceux qui le méritent. Donc là, c'est pas augmenter le salaire de tous les employés, ou bien de tous les salariés, mais plutôt de ceux qui le méritent, ceux qui ont fait je sais pas, un chiffre d'affaires supérieur à X, ou bien une- un prix net de commande supérieur plutôt à un seuil, et ainsi de suite. Aussi, identifier le besoin de lancer des campagnes de recrutement, c'est-à-dire identifier d'une manière automatique que les employés ou bien les salariés ne sont pas, c'est-à-dire il y a un manque, il faut faire des recrutements, apporter du nouveau sang, changer la politique de commercialisation pour quelques produits, c'est-à-dire pour les produits qui ne sont pas le mieux vendus, par exemple, c'est-à-dire identifier quels sont les produits en comparaison avec d'autres qui sont les moins, les moins vendus et faire lancer
c'est-à-dire des campagnes de commercialisation. Donc, tout ça nécessite l'accès à plusieurs données de différents départements à la fois. C'est-à-dire là, quand on parle des salaires, on parle c'est-à-dire des ressources humaines. Quand on parle c'est-à-dire politique de commercialisation, on parle, c'est-à-dire de département commercial, département d'achat, de vente, ainsi de suite. Et de même, pas toutes les données, mais surtout les données essentielles à la prise de décision. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire pour les dirigeants de consulter ou bien de voir l'ensemble des données de l'entreprise, mais plutôt celles qui sont essentielles ou bien qui vont les aider à prendre des décisions. Aussi, comment faire en sorte à ce que l'analyse soit sur les données de différentes périodes. C'est-à-dire que faire une analyse de données sur une période, sur une semaine, sur un mois, sur une date bien précise, ainsi de suite. D'accord? Donc les managers ou bien les gérants ou bien les décideurs dédiés à la prise de décision ne veulent pas avoir accès à toutes les données des clients, à toutes les données des ventes, à toutes les données des achats, mais plutôt avoir accès seulement aux faits importants afin de pouvoir prendre des décisions dans un temps rapide, dans un temps raisonnable. Là, dans ce contexte, pour répondre à ces questions et résoudre tous les problèmes rencontrés en traitant les données d'une manière efficace, il faut bien faire appel à l'informatique décisionnelle. Ou bien, comme j'ai dit, c'est le business intelligence ou bien le BI. Donc, le BI, anciennement appelé Decision Support Systems, abrégé pour DSS. Donc, par définition, c'est quoi l'informatique décisionnelle? C'est l'informatique qui est mise à la disponibilité des dirigeants et des décideurs des entreprises. En général, les grandes entreprises où il y a une énorme quantité de données, afin de les aider à mieux cerner les faits et les comprendre, et par la suite pouvoir prendre des décisions rapides et adéquates. Donc, c'est l'objectif essentiel d'un système BI. Donc, le BI désigne les outils, les moyens, les approches permettant de faire quoi? Permettant de collecter, consolider, c'est-à-dire renforcer, de modéliser, de restituer les données qui soient matérielles ou immatérielles de l'entreprise. Donc, c'est ça la définition de l'informatique décisionnelle et qu'est-ce que désigne le BI. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà signalé auparavant, l'informatique décisionnelle n'est pas récente et ça date de plusieurs années. Le BI a évolué au cours du temps. Les entreprises ont commencé à adopter des procédures et process pour l'automatisation de la collecte de données, mais il y avait un problème d'organisation de ces données. Et avec cette grande quantité de données collectées et stockées, la notion d'entrepôt de données, en anglais data warehouse, est apparue et utilisée. C'est-à-dire, les données sont stockées dans des entrepôts, c'est-à-dire, comme le nom le signifie, c'est-à-dire qu'on parle d'une grande masse de données, une grande quantité de données, c'est pourquoi ils ont dit les entrepôts de données. Donc, entrepôt de données ou data warehouse, on veut dire une grande quantité de données qui ne sont pas nécessairement homogènes et où elles sont stockées et gérées. On va y revenir un peu plus tard à ça avec plus de détails. C'est-à-dire il y aura un chapitre dédié au data warehouse. Donc, pour pouvoir alimenter les entrepôts de données ou bien data warehouse, il y a ce qu'on appelle les ETL. Donc, ces ETL pour extract, transform and load ont été conçus et développés dans l'objectif d'alimenter les données dans une entreprise qui, où les données ne sont pas homogènes, c'est-à-dire les sources de données ne sont pas plus ou moins les mêmes, ou bien ne sont pas c'est-à-dire ne sont pas homogènes tout court.
Donc, ainsi, les données seront extraites de différentes sources de données. Après, ces données seront transformées et adaptées pour pouvoir les charger dans un entrepôt de données. Donc là, on voit, c'est-à-dire les différentes lettres du sigle ETL, bien de l'abréviation ETL, pour extract, c'est-à-dire extraire les données à partir de différentes sources de données. Transform, c'est-à-dire ces données seront transformées, adaptées euh, pour pouvoir les charger, c'est-à-dire les charger où? Dans un entrepôt de données. Par la suite, une fois les données sont stockées dans un seul emplacement, c'est-à-dire c'est l'entrepôt de données, il était question d'avoir sous la main des outils performants et techniques pour pouvoir les analyser, c'est-à-dire analyser ces grandes quantités de données et ainsi générer des rapports facilitant la prise de décision. Ce n'est que qu'en 1988 que le terme BI pour Business Intelligence ou en informatique décisionnelle a été popularisé. Ce terme est le lien entre les différents concepts visant à améliorer et faciliter la prise de décision en s'appuyant sur des données réelles et significatives. Donc, vous avez certainement compris que le BI est la clé qui va permettre aux dirigeants d'avoir une vue globale sur les données de leurs entreprises et ainsi la possibilité de faire une analyse rapide. C'est pourquoi on dit que le BI est utile là où les décisions sont à prendre. Traditionnellement, l'informatique décisionnelle est souvent utilisée pour répondre à des questions comptables comme la consolidation ou la planification budgétaire ou autre. Mais elle peut être utilisée aussi pour la gestion de la relation client, comme proposer des promotions, de nouvelles feuilles de route, aussi dans la chaîne logistique pour optimiser les livraisons, identifier les problèmes, ou bien pour la gestion des ressources humaines, identification des talents dans le processus de recrutement. Donc, pour résumer, le BI, c'est un processus technologique et analyse des données pour présenter des informations exploitables par ou bien pour les dirigeants, pour aussi les cadres commerciaux et les autres utilisateurs. Pourquoi? Afin de leur permettre de prendre des décisions plus avisées. La particularité du BI, c'est premièrement l'extraction et la manipulation de données pertinentes à partir d'un grand volume de données. Le BI propose un ensemble d'outils décisionnels dont l'objectif est d'analyser, d'extrapoler et de fournir des rapports de données. Pour un historique complet et intéressant sur l'informatique décisionnelle, il suffit juste de scanner le code QR pour ouvrir une vidéo très intéressante sur YouTube. Le lien est présenté aussi. L'informatique décisionnelle est souvent confondue avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'IA ou bien l'AI pour Artificial Intelligence, c'est un ensemble de programmes informatiques permettant de prendre des décisions, faire des prédictions, par exemple une lésion bénigne ou maligne, utilisant seulement une image médicale. Elle peut être utilisée aussi pour estimer le prix d'un appartement, pour segmenter des données en des classeurs, des régions ou autres. Alors que le BI, c'est un système qui a pour objectif de préparer les données pour les analyser et pour prendre des décisions par des humains, des responsables. On peut les utiliser, c'est-à-dire le BI et l'AI, on peut les utiliser dans un processus de prise de décision automatique où les données seront pré-traitées, préparées par les outils de BI. Et la prise de décision sera, quant à elle, par des programmes ou bien des modèles de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on peut combiner les deux, le BA et l'AI,
dans un processus de prise de décision plus simple. Donc, la figure en face présente la pyramide modélisant le processus du BI. Donc, le processus de BI vise à récupérer les données brutes contenues dans des outils de type ERP, CRM pour Customer Relation Management, des sources externes provenant des clients ou bien des fournisseurs, des données de marché, ainsi de suite. Ces données seront transformées en une information et ces données seront structurées pour les préparer pour l'analyse et pour la diffusion sous format de tableaux, de bord ou des fichiers de reporting. Là, c'est la pyramide pour modéliser le processus du BI. On dit qu'on a trois parties, trois grandes parties. On a les données, c'est-à-dire les sources de données. On a l'information, c'est-à-dire qui est collectée et consolidée. Et on a la partie savoir ou bien la structuration, l'analyse, la présentation dans le but de prendre ou bien pour l'aide à la prise de décision. On peut aussi représenter le flux de l'informatique décisionnelle sous la forme suivante. On voit bien que la première étape est la collecte de données qui consiste en l'utilisation d'outils hôtels pour extract ou bien extraction, transformation and loading pour la collecte de données et les représenter dans un format unique, dans des data warehouse. Donc ces données, après l'utilisation d'outils hôtels, seront stockées dans un entrepôt de données, data warehouse, et précisément dans des magasins de données, c'est-à-dire les données dans les data warehouse ou bien dans les entrepôts de données seront stockées dans des magasins de données qu'on appelle des data marts. Ces données seront analysées utilisant un serveur OLAP, Online Analytical Processing. Par la suite, elles seront exploitées sous forme de rapports et des tableaux de bord et elles peuvent même être utilisées par des algorithmes du data mining, fouille de données, pour prendre des décisions. Donc, on va y revenir par la suite dans des chapitres séparés sur les ETL, sur le data warehouse et sur les serveurs de représentation multidimensionnelle, les OLAP. Par la suite, on va rentrer dans les détails des technologies utilisées dans le BI, c'est-à-dire la définition, c'est-à-dire le principe de fonctionnement, ainsi de suite. Donc, on va commencer par les ETL. Donc, l'ETL, je répète pour extract, transform, load, extraction, transformation et chargement des données, bien sûr. C'est une technique qui permet à partir de diverses sources de données, par exemple des fichiers plats, comme des fichiers texte, des bases de données relationnelles, des bases de données objets, des tableurs, des fichiers HTML, XML, des ERP, des CRM ou bien d'autres. Donc, à partir de ces diverses sources de données, l'ETL permet d'extraire de l'information, de transformer cette information, de nettoyer les données dans le but de les charger dans un entrepôt de données. C'est-à-dire, toutes ces sources de données peuvent être euh, traitées, transformées, nettoyées, extraites premièrement, traitées, nettoyées, pour les charger dans les data warehouses. Les données utilisées en entrée peuvent être de plusieurs types, des données brutes, des données structurées, des données de sources de données relationnelles ou objets, des données des applications comme les ERP, les CRM ou autres. Donc après extraction, on procède à la transformation de ces données pour les rassembler.
Donc, il est très clair, il est très commode d'effectuer des manipulations de ces données comme des calculs, du découpage de texte pour les adapter ou les enrichir avec des données externes. Les données résultantes doivent respecter le format requis par les systèmes cibles, c'est-à-dire les data warehouse, à savoir troisième forme normale, le schéma en étoile, les dimensions à évolution lente, ainsi de suite. On va voir tout ceci dans le chapitre de data warehouse. Donc là s'arrête le travail des ETL pour laisser la place aux outils de stockage, de visualisation et de prise de décision. Alors, après transformation et consolidation, les données seront chargées dans différentes applications décisionnelles, Data Warehouse, entreprise Data Warehouse, des data marts, des applications OLAP ou Cube, ainsi de suite. À noter qu'il existe une autre technique ou bien technologie, on parle de technique plus, une autre technique que l'ETL qui est l'ELT, c'est-à-dire l'ELT pour Extract, Load and Transform. Dans l'ETL, c'est Extract, Transform and Load. Dans l'ELT, c'est Extract, Load and Transform. La différence entre les deux, c'est-à-dire entre l'ETL et l'ELT, réside plutôt dans le fait que les données après extraction et collection des sources de données, l'ELT charge directement les données dans l'entrepôt de données sans transformation. Donc là, on n'a pas de transformation au niveau de, c'est-à-dire de l'outil avant l'entrepôt de données. Quand on parle de l'ELT, la transformation dans le cas des ELT est effectuée au niveau de l'entrepôt de données. Contrairement à l'ETL. L'ETL, on fait la transformation avant le chargement des données dans l'entrepôt. La question qui se pose est comment choisir entre l'ETL ou l'ELT. Généralement, c'est l'ETL qui est souvent le plus utilisé du fait que la transformation s'effectue une seule fois et ainsi pour laisser l'entrepôt de données se focaliser sur les tâches de préparation pour l'aide à la décision. Par contre, l'ELT, il est souvent utilisé dans le cas de, dans le cas des solutions hébergées en cloud. C'est-à-dire que au lieu de, c'est-à-dire de charger c'est-à-dire la communication, ou bien les supports de communication pour le traitement, on charge, on fait l'extraction et on fait le chargement au niveau de l'entrepôt de données pour faire la transformation. L'ELT est aussi utilisé dans le cas où le temps de transformation des données est un inconvénient pour la solution, c'est-à-dire que le temps passé dans la transformation dans le cas de l'ETL, c'est un inconvénient. L'ELT est aussi utilisé dans le cas où les données brutes sans transformation seront utilisées par la suite, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de la transformation au niveau de l'ETL et que ces données plutôt, doivent être sauvegardées aussi dans l'entrepôt de données. Dans le cas de l'ETL, on sauvegarde que les données après transformation. Là, dans un contexte, je sais pas, j'ai pas, c'est-à-dire dans un contexte donné, on peut, on peut avoir besoin des données brutes, sans transformation. C'est-à-dire on les stocke dans l'entrepôt de données et après, en cas de besoin, on fait la transformation. Le LT est utilisé aussi quand la technologie utilisée dans l'entrepôt de données est très performante et puissante et qui permet de réaliser la transformation plus rapidement que dans les ETL. C'est-à-dire que la technologie utilisée dans le data warehouse, elle est très performante en comparaison avec le TL utilisé et on va utiliser le LT à la place de l'ETL et laisser la transformation au niveau de l'entrepôt de données qui est supposé performant et puissant dans ce contexte, bien de ce cas de figure. Donc, une panoplie de solutions et éditeurs ETL est proposée. Il y a bien sûr des solutions gratuites et d'autres payantes.
Il faut aussi distinguer entre les solutions standalone, c'est-à-dire celles fonctionnant sur une machine, et les solutions sur le cloud. Les ETL les plus puissants sont l'ETL de SAP, qui utilise un langage de programmation ABAP. Il y a le M2SIS ou bien le 2SIS, SQL Server Integration Service de Microsoft, qui utilise le langage de programmation C# et SQL Server comme serveur de données. Il y a aussi Talend qui est très utilisé. Et pour les outils les plus recommandés récemment, c'est-à-dire en 2022, sont Supermetrics et Evo. La deuxième partie d'un système BI est l'entrepôt de données. Donc, l'entrepôt de données ou bien le data warehouse est défini comme étant une base de données décisionnelle. C'est-à-dire, c'est une base de données où les données seront utilisées pour la prise de décision. Donc, j'ai dit que le data warehouse est défini comme étant une base de données décisionnelle pouvant contenir une énorme quantité de données. Le data warehouse est utilisé pour fournir un support à l'aide à la décision dans les petites et grandes entreprises. C'est une base de données utilisée pour collecter, or- ordonner, journaliser et stocker les données et les informations provenant de sources de données opérationnelles par l'intermédiaire des ETL. Donc, vous remarquez certainement que j'utilise toujours l'ETL au lieu de l'ELT parce que c'est le plus utilisé dans les systèmes de BI. Les entrepôts de données présentent des caractéristiques principales différentes aux autres sources de données non décisionnelles. Ainsi, donc, les data warehouses sont orientés sujets et les données dans les data warehouses sont organisées par thème dans des magasins de stockage qu'on appelle des data marts. Les données proviennent de différentes sources et qui sont généralement hétérogènes avec différents types de formats. Ces données sont nettoyées pour les rationaliser et les normaliser. On dit que ces données bien, doivent être intégrées. C'est-à-dire que les données dans les data warehouses sont intégrées. Les données sont en mode lecture, seul, c'est-à-dire les données. C'est-à-dire qu'après stockage, les données seront utilisées telles qu'elles sont, et ne vont jamais être modifiées au fil du traitement. Ce ne sont pas c'est-à-dire des systèmes de gestion de données, c'est-à-dire des données pour la gestion, ou bien pour la modification, l'ajout, la suppression, mais plutôt pour l'analyse. La prise de décision implique que la notion de l'évolution des données dans le temps est nécessaire. Par conséquent, il est nécessaire que les données soient horodatées. Donc, on va voir que pour la modélisation des données dans un entrepôt de données, on utilise toujours des tables, euh, des tables de dimension, c'est-à-dire une table de dimension pour la date. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est nécessaire à ce que les données soient horodatées. Bien sûr, on n'a pas besoin d'archiver toutes les données, mais plutôt celles qui le mérite, c'est-à-dire celle qui sera le bien qui est nécessaire pour la prise de décision. L'entrepôt de données est composé de plusieurs magasins de données qu'on appelle des data marts. Data mart désigne un sous-ensemble de data warehouse et où les données sont stockées. Chaque data mart concerne un secteur particulier parce que on a dit que les données sont stockées ou bien sont orientées sujet ou bien thématique. Donc, chaque data mart concerne un secteur particulier dans une entreprise. Ça peut être des données de département, de direction, des services, des gammes de produits ou autres. On peut par exemple parler de data mart marketing, data mart commercial ou autre. Les data marts sont considérés comme étant des versions allégées du data warehouse, où il est question de sujets,
de thèmes ou bien des métiers au lieu de l'ensemble dans le cas du data warehouse. Comme je vous ai présenté dans le flux du travail de l'informatique décisionnelle, après le stockage des données dans le data warehouse, bien évidemment dans des data marts, on fait appel à la technologie OLAP pour Online Analytical Processing. On parle précisément d'un serveur OLAP. OLAP, c'est une technologie qui se base sur des structures et des représentations multidimensionnelles pour offrir un accès rapide aux données en vue de les analyser. Un serveur OLAP permet à partir des données d'un ou plusieurs data marts d'analyser l'activité de l'entreprise grâce à des statistiques. Par exemple, on peut citer les moyennes mobiles, les coefficients de corrélation, les valeurs cumulées, ou autres mesures statistiques. L'une des particularités de l'OLAP est la possibilité de représentation des données sous forme de cubes ou d'hypercubes. Donc là, on parle de représentation multidimensionnelle. Pour résumer, c'est une base de données qui permet une représentation multidimensionnelle des données afin de les analyser. Donc toujours vient le mot analyser et pour la prise de décision. La dernière étape d'un système BI est l'analyse pour la prise de décision. Le data mining ou bien la fouille de données est un ensemble d'approches et d'algorithmes dont l'objectif est d'extraire des connaissances à partir d'un ensemble de données. Dans l'informatique décisionnelle, l'utilisation du data mining peut être de deux façons. Premièrement, pour la description et de la compréhension, il est question de décrire le comportement actuel des données, de les rendre plus compréhensibles. Deuxièmement, pour la prédiction, c'est-à-dire essayer de découvrir des corrélations significatives entre les données et d'extraire des règles de raisonnement afin de prédire le comportement futur des données. Pour les ateliers, parce qu'à la fin on va faire, c'est-à-dire je vais vous présenter, après l'introduction de Data Warehouse, je vais vous présenter le TL, Data Warehouse, le serveur OLAP, et on va réaliser pour chaque partie des ateliers. Donc, pour les ateliers, nous allons travailler avec la suite de Microsoft pour implémenter des solutions BI. Ce sont des outils SQL Server. À noter qu'on va utiliser donc SQL Server, qui est un système de gestion de bases de données relationnelles. Le stockage, la manipulation et l'analyse de ces données se font au sein de son moteur de base de données. Ce service permet la réalisation de nombreuses applications, des requêtes, des transactions, notamment grâce au langage TSQL ou bien Transact SQL. En plus de son moteur, SQL Server contient trois plateformes indispensables pour la réalisation d'un projet BI, à savoir le SQL ou bien SQL Server Integration Services ou bien 2SIS ou bien M2SIS pour Microsoft SQL Server Integration Services. Donc, c'est le TL de la suite et qui permet d'intégrer des données provenant de différentes sources pour les ranger dans un entrepôt central au Data Warehouse. On a aussi le SQL Server Analysis Services, le 2SAS, qui joue le rôle du Data Warehouse et le serveur OLAP. Il permet d'analyser les données grâce à des fonctions d'analyse multidimensionnelles. Donc, j'ai dit que les données, il permet d'analyser les données qui sont reçues ou bien agrégées de SIS, de l'ETL, de la suite. On a le SQL Server Reporting Services pour 2SRS. C'est pour la phase du reporting qui permet de créer, gérer et publier des rapports résultant des analyses réalisées lors ou bien par le 2SAS, c'est-à-dire le serveur SQL Server Analysis Services. Et bien sûr, avec l'intégration de l'apprentissage automatique et profond dans le framework
.NET, il est possible aussi de faire du data mining sur les données, c'est-à-dire implémenter ou bien appliquer les algorithmes de data mining, de l'apprentissage supervisé, non supervisé, pour aider à prendre des décisions automatiques. Ainsi, j'espère que avec cette petite introduction, vous avez pu avoir une idée générale sur c'est quoi le BI et comment ça fonctionne, et que vous avez pu comprendre chacune de ces étapes et la démarche à suivre pour élaborer un projet BI. Dans les chapitres suivants, nous allons voir en détail les data warehouse et leurs implémentations, les ETL et les serveurs OLAP avec les différentes manipulations qu'on peut faire sur les données. Donc, on s'arrête ici et je vous dis au prochain chapitre dans le cours PI. Au revoir.